Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre les avions espions américains et nous allons braquer dans cette vidéo nos projecteurs sur un seul appareil, le P-8 Poséidon, le plus moderne des avions de patrouille maritime. Et nous allons voir que cet avion, initialement orienté pour la chasse aux sous-marins, est en réalité un véritable couteau suisse, ou en tout cas est amené à le devenir. Tout d'abord, le P-8 est désigné MMA, c'est-à-dire Multi-Mission Aircraft, donc avion multimission, et on va vraiment voir qu'il est multimission. Il va assurer les missions de ce qu'on va appeler ASW, c'est-à-dire Anti-Submarine Warfare, c'est-à-dire la guerre anti-sous-marine, la USW, qui est l'Undersea Warfare, recherche sous l'eau, l'ASUW, qui est l'Anti-Surface Warfare, donc la guerre de surface, donc ce qui est détection et attaque de navires, de la reconnaissance, on va le voir avec différents systèmes, c'est-à-dire des radars, mais également des moyens électro-optiques, et il va pouvoir embarquer une quantité d'armement très variée, comme nous allons également le voir. Autre rôle, et non des moindres de cet avion, c'est d'assurer un rôle de commandement, de contrôle, et notamment des opérations en réseau centré, c'est-à-dire en diffusant de l'information, que ce soit, on le verra, dans les commandements, mais également dans les unités qui peuvent graviter autour de lui. Alors, sélectionné en 2004 pour remplacer les P-3C Orion, qui étaient les avions de patrouille maritime de la marine américaine depuis des années, et bien depuis 2010, l'US Navy a pris possession de 110 P-8A. Reste encore à livrer 18 appareils qui sont déjà commandés. D'autres pays ont acquis cet appareil, notamment l'Australie, qui en a reçu déjà 12 sur les 14 qu'elle a commandés. L'Inde en a reçu 11 sur les 12. La Royal Air Force a reçu en début d'année le dernier P-8 des 9 qu'elle a commandés. La Norvège en a reçu 1 sur 5. Le deuxième doit être livré incessamment sous peu, si ce n'est déjà fait.
Et reste à livrer ensuite la Corée qui en a commandé 6 exemplaires, l'Allemagne 5, ce qui a justement fait grand bruit puisque l'Allemagne s'était engagée dans un programme d'avions de patrouille maritime avec la France et a officiellement annoncé qu'elle louait 5 P-8 Poséidon, mais on peut douter que l'Allemagne se débarrasse de ces P-8 pour un programme ensuite avec la France. La France, visiblement, est partie pour faire cavalier seul pour son propre appareil. Et il y a également la Royal New Zealand Air Force, donc la Nouvelle-Zélande, qui en a commandé 4. Alors l'avion est, comme on le voit, d'ores et déjà un succès, d'autant qu'il ne dispose d'aucune concurrence à l'exportation actuellement. Alors c'est un avion qui est plus confortable si on le compare au P3, qui est en plus ravitaillable en vol et qui est aussi très fiable. Il faut dire que l'avion est basé sur la cellule du Boeing 737, qui est un avion de ligne largement éprouvé. Seul petit défaut qui aurait été rapporté par l'US Navy, c'est la difficulté à solutionner des problèmes du système de mission en vol. Là où auparavant, avec le P3, on avait un peu plus de flexibilité, puisqu'on embarquait un technicien qui permettait de corriger certains dysfonctionnements en vol, cela est un peu plus difficile avec le P8, puisqu'on a un système qui est beaucoup plus complexe. Toutefois, l'architecture du système de mission est ouverte, c'est-à-dire que les mises à jour sont beaucoup plus rapides à arriver, et en effet, déjà l'US Navy a déjà procédé à pas mal de nouvelles mises à jour, et ça se fait de manière beaucoup plus facile. Autre grosse qualité de cet avion, c'est sa capacité et sa grande flexibilité à pouvoir passer d'une mission à une autre. De faire une mission de surveillance anti-sous-marin peut se faire tout en faisant de la reconnaissance, ce qu'on appelle de l'ISR, c'est-à-dire de l'intelligence, c'est-à-dire faire de l'écoute électromagnétique. L'équipage se compose de 12 membres d'équipage, dont 2 opérateurs acoustiques, des officiers navals et des officiers de guerre électronique. On a 6 postes de travail qui sont à l'intérieur, qui sont identiques. Chaque console est configurable en fonction du rôle choisi, donc ça permet vraiment une flexibilité dans la mission de l'avion et qui peut même être changé directement en vol. L'avion dispose d'un radar AN APY-10 qui permet la recherche maritime, la détection de périscope, la SAR et ISAR, on va voir un peu plus tard de quoi il s'agit, c'est un radar à ouverture synthétique qui permet une haute résolution sur mer comme sur terre. Un moyen idéal pour surveiller les côtes et notamment les ports. Depuis leur mise en service, certains P8 ont été modernisés et notamment avec l'AIS qui permet de recevoir les AIS des navires, facilitant grandement l'identification des navires. C'est un peu comme le flight radar pour les avions, mais pour les navires. Donc, en gros, on détecte le transpondeur des navires. Et surtout, chaque transpondeur étant assujetti à un navire, ça permet d'identifier très facilement les navires et donc ça facilite la tâche des opérateurs en identifiant ce qui a réellement besoin d'être identifié. Un des gros avantages du P8 est sa capacité à opérer au sein de ce que l'on appelle un réseau centré. Pour cela, il peut opérer diverses liaisons de données. La liaison 16, bien connue, qui met en réseau pratiquement tous les avions, les hélicos, les navires, etc. La liaison 11, qui elle est davantage utilisée par les navires, c'est une liaison qui est plus ancienne que la liaison 16 et son débit est moindre, mais elle est toujours utilisée. La liaison SATCOM est celle qui offre le plus haut débit et permet de rester en relation avec les centres de commandement et de transmettre beaucoup d'informations en provenance des capteurs du P8, notamment les images du radar à ouverture synthétique, le fameux SAR. On va l'expliquer, comme j'ai dit, un peu plus loin. L'avion dispose d'une soute à l'arrière qui lui permet d'emporter jusqu'à 5 charges. On voit d'ailleurs juste derrière la soute les trous des systèmes de largage des bouées acoustiques. Alors ces bouées, on en parle un petit peu, ont été utilisées en 2014 pour tenter de détecter les balises sous-marines du MH370, l'avion malaisien qui avait disparu. Je vous renvoie vers les nombreuses vidéos que j'ai faites sur le MH370, puisque j'avais écrit un ouvrage enquête très complet dessus, et je continue en parallèle à publier des vidéos sur le sujet sur ma chaîne pour expliquer tous les aspects de cette affaire. Alors ces bouées sont larguées afin de détecter des sous-marins, mais également des ondes sonores, ce qui était le cas des boîtes noires du MH370, mais elles n'ont pas pu être détectées.
Il y a des bouées passives qui ne font qu'écouter discrètement et des bouées actives dont la portée est plus faible mais qui permettent de localiser précisément un sous-marin. Le principe est simple. On largue plusieurs bouées pour quadriller une zone jusqu'à ce que l'on détecte un bruit dans le sous-marin. Puis on en largue d'autres autour de la zone pour avoir des directions multiples et ainsi affiner la zone où se trouve le sous-marin. Et une fois que la zone est suffisamment affinée, suffisamment réduite, on largue des bouées actives qui émettent une onde sonare qui relaie. Et donc on a la bouée qui relaie la détection au P8 qui aura alors une vision, une position précise du sous-marin et ainsi va pouvoir larguer une torpille pour l'attaquer. De plus, comme pour les P3, le P8 est aussi équipé d'un MAD, c'est-à-dire un détecteur d'anomalies magnétiques. C'est cette fameuse perche qui dépasse à l'arrière du P3. Bien sûr, le P8, c'est quelque chose qui est beaucoup plus discret, ça c'est miniaturisé, c'est plus performant. Et donc en volant bas, ce détecteur permet de détecter la masse métallique d'un sous-marin sous l'eau. Parce qu'un sous-marin qui se déplace sous l'eau crée des perturbations magnétiques et c'est ça que justement ce système permet de détecter. Il y a également 2 points d'emport sous chaque aile qui permettent aussi d'emporter des charges et notamment des missiles anti-navires Harpoon que l'on va expliquer plus en détail plus loin parce que c'est vraiment une arme anti-navire par excellence. Pour ce qui est de la détection des ondes radio, ce qu'on appelle du recueil de renseignements ELINT, là je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites sur les RC135, eh bien le système qui est embarqué sur les P8 est un système qui a été récupéré des EA6B Prowler dans leur dernière modernisation, avant leur retrait du service. C'était la modernisation ICAP3, qui s'appelait Improved Capability Program, c'est un programme d'amélioration des capacités. Et ce système est aussi embarqué sur les EA18G Growler, les avions qui ont pris la relève de ces fameux EA6B Prowler. Et donc ce système permet la détection et la localisation ainsi que la classification des émissions radio et donc d'avoir une image relativement précise des différents systèmes radars qui sont dans la région. Particularité également qu'on a trouvé, on a eu des photos d'un P8 en 2020 notamment, avec une espèce de pod de nacelle qui est sous l'avion. Et ça a fait poser pas mal de questions. Alors ce système, il s'agirait du AN APS 154, désigné Advanced Airborne Sensors, AAS. Donc on le voit sur ces images-là. L'avion a également des quilles à l'arrière du fuselage qui ne sont pas présentes sur les autres P8. Alors leur but serait visiblement d'améliorer la stabilité longitudinale du fait du changement aérodynamique qui est induit par le radar. Ce radar serait une nacelle détachable du fuselage qu'on laisserait pendre sous l'avion afin d'éloigner le radar de l'avion pour ne pas que la cellule, et notamment les moteurs, viennent masquer la détection de ce radar puisque c'est un radar qui émet sur les côtés de l'avion. Et ce serait donc un radar AESA, c'est-à-dire un radar à balayage électronique actif, avec une capacité MTI, c'est-à-dire de détecteur un Moving Target Indicator, c'est-à-dire de détection des cibles mobiles, et SAR, c'est-à-dire un radar ouverture synthétique. Et ce type de radar serait un Littoral Radar Surveillance System, c'est-à-dire un système de surveillance radar du littoral, typiquement ce que l'on trouve sur un E8C G-Star. Alors faut-il y voir un futur remplaçant du E8 G-Star qui est justement en train d'être retiré du service par l'US Air Force? Pas forcément. L'US Air Force semble davantage se diriger vers un jet privé comme le E11 que vous avez ici, dont je parle aussi dans une précédente vidéo sur ma chaîne. Alors le gros avantage de ce système SAR-MTI est qu'il permet d'obtenir une image radar à très haute résolution de jour comme de nuit par n'importe quelle météo. Cette image que vous avez ici est un exemple de ce qui est possible d'obtenir, mais les systèmes récents seraient encore plus performants et plus précis. Alors, à partir de telles images, il serait possible, grâce à une capacité qui s'appelle ISAR, Inverser Synthetic Aperture Radar, qui est sur le P8, d'obtenir une image en 2 dimensions et ainsi d'identifier
jusqu'à même le type d'avion sur des parkings, de déterminer les coordonnées géographiques pour pouvoir diriger des frappes immédiates sur un objet qu'on aurait détecté, puis même, avec cette image-là, d'évaluer les dégâts d'une attaque. Une fonction très utile qui évite justement d'avoir à survoler l'objectif pour prendre des photos comme on le faisait par les missions de reconnaissance par le passé. Là, on reste à grande distance et donc à distance de sécurité. Il semblerait même que le modèle embarqué sur le EP3E pouvait même détecter des personnes se déplaçant sur un terrain ouvert. Il est toutefois difficile de confirmer de telles affirmations parce que l'utilisation de ce système a été très classifiée, très peu d'infos ont filtré sur cet équipement qui a été embarqué sur les EP3E. Autre avantage de l'antenne AESA, l'antenne à balayage électronique, c'est un taux de rafraîchissement très rapide, ce qui permet d'envisager une utilisation du radar dans plusieurs modes de façon quasi simultanée. Autant dire que la quantité d'informations à traiter dépasse de loin la capacité des seulement 2 opérateurs qui sont embarqués à bord du P8. Le système doit donc faire un travail de traitement énorme pour afficher ce qui représente un intérêt pour les opérateurs. Ce genre de système est un avantage décisif sur le terrain, permettant de réduire énormément la boucle de décision et d'évaluation des résultats. Sur P8, il permet de surveiller les côtes et notamment les ports afin de détecter, localiser et identifier même des navires à quai, tout cela en restant à distance de sécurité à plusieurs centaines de kilomètres. En mer, il peut également détecter les navires à très grande distance. Toutes ces fonctions font que le P8A est bien plus qu'un simple remplaçant de l'avion de patrouille maritime P3C Orion, mais peut aussi remplacer les versions du P3 qui sont orientées guerre électronique, à savoir les EP3E Aries. En plus, le P8A a la capacité de transmettre ces données en temps réel grâce à sa capacité à opérer en réseau. Mais la NAPS 154, ce radar justement, pourrait avoir aussi d'autres fonctions comme la guerre électronique au travers du brouillage. Cela n'a pas encore été confirmé. On sait que cette P8A disposerait de cette capacité qui est encore largement tenue secrète. On va maintenant se pencher sur l'armement du P8 et vous allez voir qu'il est quand même très varié. On va parler d'abord de l'AGM-84D Harpoon. Le Harpoon, c'est le missile anti-navire de l'US Navy, standard depuis environ 40 ans. Régulièrement amélioré, il est en service dans sa version AGM-84C et la version AGM-84D serait en cours d'intégration, si ce n'est pas déjà terminé. Nous allons davantage nous intéresser à la prochaine version du Harpoon, le Block 2. Alors, le missile a été amélioré avec le système GPS qui est issu des bombes JDAM et la partie guidage du missile SLAM-ER. Cette nouvelle version, en cours d'intégration, aurait la capacité d'être guidée par liaison de données, c'est-à-dire data link. Le P8 pourrait ainsi fournir toutes les infos par liaison de données de type liaison 16 ou liaison 11, voire même satellite, il semblerait. En clair, un navire ou un FA-18 pourrait tirer un de ces missiles sans avoir de détection de la cible à attaquer, simplement par transfert de la liaison de données de l'information en provenance d'un P8. Une façon discrète d'attaquer. Imaginons par exemple un P8 qui détecte une cible via son radar SAR. Le système calcule en continu la position et peut l'envoyer à une patrouille de FA-18 Super Hornet en patrouille. Les FA-18 peuvent s'approcher de la cible radar éteint et donc sans être détectés, tirer le missile Harpoon puis dégager. Le missile recevra ensuite les mises à jour de position de sa cible par le P8 jusqu'à ce qu'il arrive à suffisamment courte distance pour se diriger de manière autonome vers sa cible. Une telle tactique peut envisager d'attaquer la cible d'une direction différente et une direction justement dans laquelle l'ennemi ne s'attend pas du tout à être attaqué. On va maintenant parler de la GM 158B, JASSM-ER, Joint Air to Surface Standoff Missile Extended Range, c'est ça que ça signifie. Et bien, ce missile de croisière est un missile de croisière furtif qui est déjà en service. Il a d'ailleurs été utilisé en 2018 lorsque 2 bombardiers B-1B ont largué 19 JASSM en Syrie. À eux seuls, ils en ont largué 19. La version B du JASSM-ER
aurait une portée d'environ 1000 km. Et une version C anti-navire est également opérationnelle depuis 2018. Une version à plus longue portée est en cours de développement pour avoir, selon les informations dont on dispose, une portée d'environ 1800 km. Donc autant dire que ça peut se tirer de très loin. On va maintenant parler de l'AGM 158C, donc le Long Range Anti-Ship Missile. Donc cette version, en fait, celle que je viens justement de parler, qui est développée depuis 2018, c'est le successeur du missile Harpoon. Alors, on le dénomme plus JASSM, on le dénomme en fait LRASM, donc Long Range Anti-Ship Missile. En fait, il a des capacités qui sont bien plus perfectionnées, comme on va le voir. Initialement prévu en deux versions, on devait avoir une version A et une version B. La version B étant un missile anti-navire supersonique à haute altitude, et celle-ci a été abandonnée depuis. La version A est un missile anti-navire subsonique mais furtif. Il dispose d'un système de guidage inertiel couplé au GPS, avec un capteur d'imagerie infrarouge pour trouver sa cible, ainsi qu'un radar. La tendance de la guerre moderne est à intégrer plusieurs types de capteurs dans les bombes et les missiles. Cela est aujourd'hui possible grâce à la miniaturisation croissante, c'est pour ça qu'on retrouve à la fois un radar mais aussi un capteur infrarouge. Le missile peut aussi reconnaître sa cible dans une base de données et même être programmé pour en attaquer une bien précise, que ce soit avec son radar ou son capteur infrarouge. Le missile choisit ensuite lequel de ces deux capteurs il va utiliser pour le guidage final en fonction des conditions. L'avantage de l'infrarouge est que c'est totalement passif et donc indétectable. Il est aussi équipé d'un détecteur radar qui lui permet d'adapter sa trajectoire afin de rester à distance des menaces pour ne pas être détecté et donc conserver sa capacité furtive. Et il va adapter sa trajectoire pour pouvoir éviter ces menaces. Grâce à la capacité de reconnaissance de la cible, le missile pourra même viser un point critique pour maximiser les dégâts. Alors comme le Harpoon, il sera possible de guider le missile LRASM via Datalink. Mais en plus, le LRASM peut aussi communiquer avec les autres missiles LRASM. Donc ça donne au missile une capacité d'opérer en réseau de missiles. Un missile peut transmettre aux autres missiles les menaces radar qu'il détecte afin que les autres anticipent une autre trajectoire. Tout cela au travers d'une transmission d'une durée extrêmement courte pour les rendre le moins détectables possible. On peut ainsi parfaitement envisager le tir d'un missile LRASM uniquement pour servir de détecteur radar avancé dans un environnement hautement défendu, le missile transmettant ces informations au vecteur plus en arrière pour avoir une meilleure idée des menaces. Le missile est prévu d'être intégré sur P-8, FA-18 Super Hornet, B-1B Lancer ainsi que les navires de combat de l'US Navy qui pourront les tirer par les tubes de lancement verticaux comme des Tomahawk, et ce système a d'ailleurs été déjà testé par l'US Navy. En comparaison du Harpoon, le LRASM a une charge militaire 2 fois plus puissante pour une portée 3 fois et demie plus grande. On parle d'une portée pouvant aller jusqu'à 1500 km en fonction du profil de vol, avec une capacité de survie aux menaces bien plus élevée. Il est fort probable que le missile soit adapté ultérieurement pour frapper des cibles terrestres et prendre ainsi la relève des Tomahawk. 90 missiles ont d'ores et déjà été commandés. Alors derrière cette stratégie, il faut y voir la volonté de pouvoir riposter en cas de conflit avec la Chine, où les USA s'attendent à une défense antiaérienne très dense et très moderne, surtout autour des navires de la République populaire de Chine. Et l'on sait qu'en cas de conflit, la première chose que tentera de faire la marine américaine est de mettre hors d'état la marine chinoise et notamment ses porte-avions afin de se rapprocher plus facilement des côtes, mais aussi empêcher toute invasion de Taïwan et éventuellement, si cela avait déjà commencé, stopper tout apport militaire supplémentaire derrière. Un tel missile pourrait permettre aux navires et aux avions américains de frapper de très loin sans se mettre en danger. Même si le missile est furtif, il est probable qu'il soit néanmoins détecté en phase finale. Mais cela ne laissera que très peu de temps à la cible pour réagir. De quoi bouleverser la guerre navale que l'on connaît actuellement. Le LSARM n'est certainement pas le plus rapide et le plus performant, mais il est le plus intelligent. Devant la démonstration de la Russie en Ukraine avec le missile Kinzhal,
dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédemment. Il existe d'ailleurs une version anti-navire du Kinzhal. Il est possible que les États-Unis relancent la version B supersonique. On va parler brièvement des torpilles. Le P-8 est équipé des torpilles Mk-54. Alors, il s'agit d'une torpille légère d'une portée d'environ 9 km et se déplaçant à une vitesse maximale de ce que l'on sait d'environ 74 km/h. Le P-8 va utiliser une nouvelle capacité qu'on appelle la HAAWC, High Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability. Celle-ci est en cours de test. C'est une nouvelle capacité qui permettra de larguer la torpille Mk-54, peut-être même des mines aussi, à haute altitude et donc à plus grande distance au lieu de devoir voler bas et de viser précisément un point de chute voulu. Donc là aussi, une nouvelle capacité que va intégrer le P-8 dans un avenir proche. La GBU 53B Stormbreaker, c'est une bombe qui est issue de ce qu'on a appelé la SDB2, la Small Diameter Bomb. Ce sont des bombes de plus faible diamètre, donc qui sont moins puissantes, mais qui ont la capacité de pouvoir prendre moins de place et notamment de pouvoir être embarquées plus facilement dans les soutes des avions de combat furtifs. C'était surtout ça l'intérêt. Et ça permet également d'avoir une bombe qui a des effets collatéraux un peu plus limités. Alors, ce genre de munitions sur P-8 pourrait être très utile pour frapper des petits navires mais aussi des cibles terrestres. Les P-3 avaient la possibilité de tirer des AGM-65 Maverick à guidage infrarouge, une capacité absente sur P-8 Poseidon. La SDB2 pourrait permettre de conserver ce genre de capacité tout en ayant une autonomie sur zone qui permet une permanence pour veiller face à ce genre de menaces pour des navires militaires dans le secteur. Les mines Mk62, 63 et 65 Quick Strike. Alors, les mines Quick Strike sont des mines équipées d'un système de guidage GPS de type JDAM Extended Range, JDAM-ER. Elles ont une portée d'environ 40 nautiques, ça fait à peu près 70 km. Cela permettrait de lancer des mines tout en restant suffisamment loin des défenses, tout en bénéficiant d'une grande précision dans la disposition que l'on veut mettre dans la zone que l'on veut miner. Les opérations de minage nécessitaient auparavant de larguer les mines à la verticale. Cette capacité pourrait donc permettre de rester largement à distance de zones qui pourraient être bien défendues mais qu'on voudrait quand même miner. C'est une capacité qui a été testée sur B-52 en 2018, mais avant sur FA-18 en 2016 et peut-être aussi même sur B-1B. Cette capacité pourrait s'avérer très utile en cas de conflit contre la Chine en instaurant une forme de déni de la mer à la flotte chinoise. Surtout que des avions furtifs comme le B-2 ou le B-21 Raider, qui est actuellement en développement, pourraient sans problème s'approcher à moins de 40 nautiques des côtes pour larguer de telles mines, même en environnement fortement défendu. Autre armement, enfin si on peut parler d'armement, là on ne va pas parler de bombes ni de missiles, mais on va parler de systèmes de brouillage, ou du moins de leurrage des dispositifs adverses, c'est le ADM-160 MALD. Miniature Air Launch Decoy. En fait, c'est un leurre, voilà, tout simplement. Des études sont en cours pour équiper les P-8 de ce genre de système. Il s'agit de missiles qui agissent comme des leurres pour les défenses aériennes ennemies. Ils peuvent simuler la signature radar de différents types d'avions, forçant par exemple certains systèmes de missiles solaires à tirer leurs missiles dessus, dévoilant ainsi leur position et permettant ainsi de les localiser et ensuite de pouvoir les attaquer. Ces systèmes s'inscrivent dans une logique de saturation des défenses ennemies. La dernière version en cours de test, le MALD-X, aurait une capacité de brouillage également des radars ennemis. Autre capacité qui est en cours d'étude sur le P-8, c'est le système de leurre tracté, ce qu'on appelle en anglais des towed decoy. Il est aussi évoqué l'installation de ce leurre tracté sur P-8 qui pourrait servir de protection au P-8 si il fait l'objet d'une attaque de missile. Le leurre va en fait attirer davantage le missile plutôt que le P-8. Alors pour son autoprotection, le P-8 dispose aussi, il faut savoir, d'un DIRCM, c'est un système qui permet d'aveugler d'éventuels missiles infrarouges et il dispose également de leurre radar et infrarouge pour son autoprotection. Pour conclure,
le P-8 a su trouver sa place dans l'US Navy, mais aussi dans de nombreux pays. Alors, ses capacités, comme on l'a vu, sont multiples, et il est amené à devenir vraiment un véritable couteau suisse, comme nous l'avons vu. C'est aussi une formidable plateforme de renseignement, notamment pour le ELINT, un domaine dans lequel on ne l'attendait pas au départ. On s'attendait davantage à un avion de patrouille maritime avant tout. Au final, c'est bien plus que ça. Sa capacité ELINT est aujourd'hui au cœur du renseignement américain, notamment en mer Noire, où les P-8 américains surveillent régulièrement l'activité russe sur le flanc sud de la guerre d'Ukraine. On le voit sur l'image, l'avion est bardé de capteurs et d'antennes de toutes sortes et sa capacité en armement va se diversifier et même s'étoffer. Cet avion a un potentiel énorme. L'avion est fiable, robuste et va servir longtemps. C'est incontestablement une réussite. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cet avion qui est primordial aujourd'hui dans la marine américaine et qui est très actif sur la guerre en Ukraine et qui doit récupérer un paquet d'informations sur le déploiement des troupes russes, mais également des navires russes en mer Noire, mais également plus au nord. Et c'est vraiment un avion qui va avoir un rôle très très important et qui est ultra technologique.